Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Bienvenue à tous. Vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes heureux de vous retrouver, Vigile Aroncé, mon complice des dimanches, et moi, pour un spécial grand débat. Vigile, bonjour. Frédéric Adon, bonjour à tous. Alors, Vigile, c'est inéluctablement l'actualité de la semaine. Elle divise l'opinion, suscite émotion et incompréhension, jubilation et indignation, anime les conversations dans la rue et dans les gargotes. Alliance de l'unité nationale, symbole de la cohésion sociale, regroupement de la paix, proclament certains. Forfaiture, félonie, voyoucratie, politique scandent les autres. Jamais Alliance n'a déchaîné autant de passion. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette coalition singulière qui émeut le pays entier? Quels en sont les ressorts essentiels? L'issue de la présidentielle de février est-elle ou peut-elle être considérée comme scellée pour effectuer cet exercice? Et répondre à ces questions, nous avons convié 3 analystes politiques clairement estampillés. Hubert Mengbedji, qui fréquente la chapelle de Patrice Talon, Wilfried Léon Mbedji, qui prêche l'évangile de la nouvelle conscience avec Pascal Irénée Koupaki, et Clotaire Lidé, qui est un adepte défenseur du paradis terrestre que promet Sébastien Adiavon. Messieurs, bonjour. Bonjour Wilfried Adou. Alors, je tiens à préciser que pour l'équilibre de l'analyse, nous avions associé à cette émission un analyste militant du PRD et un autre des forces Cori pour un Bénin émergent qui finalement n'ont plus souhaité être de la partie. Je voudrais qu'ils sachent que nous restons disponibles pour les accueillir à tout moment, pour éclairer les Béninois sur cette alliance dont on continue de parler. Chers invités, merci d'être venus éclairer de vos opinions l'actualité de la présidentielle perçue à travers les actes posés et la parole entendue. On s'y attendait plus ou moins. Les rumeurs persistantes constituant des sources sérieuses au Bénin, certains n'en reviennent toujours pas. Les responsables du PRD et de la RB n'ont pas jugé pour 3 candidats dignes de leur soutien. Ils s'allient sans l'avoir publiquement annoncé à un autre candidat, il est FCBE celui-là, et il s'associe à lui pour gagner la marinade. D'abord, en fonction des éléments d'analyse dont vous disposez, quelle lecture faites-vous de cette alliance? On commence par qui? Wilfried Léon Mbedji. Merci cher ami Wilfried Adon, merci Vigile et bonjour aux auditeurs de Soleil FM. D'abord, je voudrais m'étonner de ce que vous attribuez l'appartenance FCBE aux bénéficiaires de cette alliance. Personnellement, je ne sache pas qu'il ait jamais été membre des forces Cori pour un Bénin émergent. Pourtant, il a le soutien de FCBE. Et d'ailleurs, oui, ça participe du théâtre qui se joue. Et d'ailleurs, vous connaissez très bien des membres de la famille présidentielle qui lui dénient justement cette appartenance à ce regroupement politique. Qu'est-ce qu'il y a donc pu se passer? Est-ce que cette querelle n'est pas aujourd'hui dépassée, Wilfried Léon Mbedji? C'est possible qu'elle soit dépassée, mais les effets, nous les aurons sur le long terme. C'est sur le long terme si nous n'y prenons garde. Et donc, il n'est pas inutile d'en parler, de continuer à en parler, parce qu'il s'agit aujourd'hui de sensibiliser les populations béninoises, de leur expliquer ce qui se joue pour qu'elles sachent précisément quel comportement avoir. Nous parlons d'un pays, nous parlons de la gestion du pays. Et j'aime à faire observer que, en la matière, notre pays, le Bénin, aime trop à se particulariser, de sorte que nous tournons généralement en rond. Pour être objectif, le plus objectif possible jusque-là, je voudrais que les populations nous entendent bien et comprennent qu'on ne devient pas chef de l'État par hasard. Il y a qu'au Bénin, où à 2 mois, à 5 mois, 6 mois de l'élection présidentielle, l'on rêve qu'on est devenu président de la République et l'on s'engage et l'on a les moyens de convaincre des gens qui s'allient avec vous et vous devenez président de la République. Quand vous devenez président de la Constitution du Bénin. Quand vous devenez président de la République, comment on se réveille subitement de son sommeil à 3 heures du matin pour dire que partagez, vous mettez en 3 pas pour que j'aime ma part? Mais cela est prescrit par la Constitution. Les résultats justement, c'est ce que nous observons, à savoir que nous tournons en rond. Que le chef de l'État vient sans aucune connaissance avérée du pays, de l'administration, des hommes sur lesquels il veut agir, et conséquence, il tourne en rond. Et vous avez vu les expériences des années écoulées.
n'est-il pas temps enfin dans notre pays que nous fassions les choses comme les pays où ça marche autrement, pour que nous aussi, dans le Conseil des Nations, l'on parle du Bénin en bien et non pas seulement en termes de singularité singulière. Clotaire Olivier, votre première lecture de ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'analyser au cours de la semaine. Oui, merci Wilfried Hervé Adom, bonjour Vigile Laurence et bonjour à tous les auditeurs de Soleil FM. Oui, j'avoue que j'avais également vent de toutes ces rumeurs qui faisaient état de ce qu'un coup pareil se préparait, mais je me refusais un peu à y croire vu la dites position. Coup, pourquoi coup? Oui, j'appelle ça un coup parce que toute personne cartésienne raisonnable ne pouvait pas s'attendre à une chose pareille. Parce que je me suis laissé dire qu'on est en politique et tout est permis. Je dis non, tout n'est pas permis en politique. Parce que lorsque vous êtes en politique et que vous avez une ligne et que vous voulez avoir de la lisibilité, il y a des choses qu'on ne fait pas au risque de se faire harakiri. Voyez-vous, depuis bientôt 10 ans, on a vu le PRD dans une ligne donnée. Et je dis, moi, je n'aurais pas eu de problème avec le PRD s'il avait choisi l'un quelconque des candidats, s'il avait choisi de s'allier à l'un quelconque des candidats qui évoluait dans la même mouvance que lui depuis quelques années. Je dis la même mouvance, pas mouvance présidentielle, mais qui avait la même tendance, la même ligne que lui depuis quelques années. Enfin, pour ne pas parler de sensibilité. Encore que là, ça varie aussi parfois. Bon, allons-y. Mais que le PRD, ou plutôt que le président du PRD, opère ce virage à 180 degrés sans crier gare et sans que, j'ose le dire aujourd'hui, puisque j'ai parcouru un peu le pays, j'ai entendu des choses, sans que ces militants aient été consultés. Parfois même des lieutenants proches de lui vous disent mais non, on n'a pas compris comment ça s'est passé. Je trouve que ça pose un problème. Ça pose un problème d'éthique politique, ça pose un problème de lecture politique même de notre pays, parce que on se demande mais finalement qui est où dans le pays. On ne s'y retrouve franchement pas. Oui, mais alors, si la situation est celle que vous décrivez, est-ce que ça ne pose pas aussi une solution pour vous? Est-ce que ce n'est pas des militants qui vous sont laissés désormais comme électeurs éventuels? Oui, ça c'est la deuxième partie de l'analyse. Mais dans un premier temps, il faut commencer par le constat et analyser froidement. Voilà. Alors, on va demander le même exercice. On nous a franchement fait... Je perds mon latin. Je n'y ai rien compris du tout. En attendant de le retrouver, laissez la parole à Hubert Amegbeji pour nous faire son analyse de la situation. Merci beaucoup. Bonjour Wilfried, bonjour Virgile. Vous avez une belle voix. Oui, absolument. Vous savez, quand on est engagé politique, on utilise sa voix pour convaincre. C'est ça. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous sommes sur le terrain de la conviction et donc sur le terrain de la parole. Et quand on l'utilise, elle s'use. C'est ça. Voilà. Enfin, prenez vos dispositions pour ne pas perdre votre temps à la fin de la campagne. Le temps. Bon, alors, je voudrais dire que, évidemment, cette alliance est une alliance étonnante. Elle est d'autant plus étonnante que c'est un mélange de gens et une alliance, je ne sais pas à moi de le dire, on aurait pu dire contre nature, parce que les oiseaux de même plumage s'assemblent. Malheureusement, on a l'impression que cette alliance est la démonstration et l'expression de ce que au Bénin, en politique, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Et que l'on peut se faire martyriser par un bourreau et que le lendemain, on aille embrasser le bourreau pour dire « je veux aussi martyriser d'autres avec vous ». Parfois, on a l'impression que certains acteurs politiques ont ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Absolument. Et donc, facilement, on peut se plaindre pendant 20 ans d'un bourreau et le lendemain se retrouver à ses côtés pour torturer d'autres. C'est donc un drame pour la population qui nous amène à nous poser des questions essentielles sur notre système politique. Vous aurez remarqué également que tout le système politique, tout le système partisan, j'allais dire, a volé en éclats. A volé complètement en éclats. Rien du tout. Nous allons revenir sur cet aspect de la question. Et donc, cette alliance est la démonstration de ce que tout est à terre au plan politique, c'est-à-dire partisan, et qu'il faut tout reconstruire. Et reconstruire cela sur des bases beaucoup plus solides, éthiques, morales,
et de valeurs. Et mon cher ami, Mais il faut reconstruire, il faut d'abord y arriver avant de reconstruire, non? Il faut casser avant quel de que reconstruire. soit, On devrait considérer Il faut ça prendre des comme commandes. Absolument. la démolition qui doit Absolument. permettre, Et ça, c'est déjà moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à faire cet appel à tous les jeunes de dire que nous devons démolir tout cela. Et si nous voulons que notre pays ait encore un espoir de perspective pour demain, il faut démolir tout cela. À travers les urnes. Mais bien entendu, s'il ne s'agit pas de prendre des armes, mais il faut démolir tout cela et reprendre nos responsabilités pour reconstruire ce qui est à reconstruire. Alors, je voudrais, avant de faire le débat sur l'aspect éthique, vous proposer d'effectuer un bond de quelques années en arrière au moyen de nos archives. Je vous propose à cet effet une compilation de 180 secondes que nous allons écouter et revenir ici. C'est une vérité de la palisse que de dire que notre administration a des problèmes. Mais nous l'avons élu pour qu'il résolve ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des cadres moins compétents, moins expérimentés, commandent à des cadres plus compétents et plus expérimentés. Des cadres de catégorie B sont les patrons de cadres de catégorie A. Et cela sur la base du clientélisme. Des chapelles, au sens propre comme au sens figuré, et sur la base du régionalisme. Les sommes escroquées s'élèvent, d'après nos sources, à plus de 100 milliards de francs CFA. On ne compte pas le nombre de pères de famille, le nombre de mères de famille, le nombre de nos sœurs, de nos frères, des travailleurs, des étudiants et j'en passe, qui se trouvent aujourd'hui spoliés. Vous croyez vraiment qu'il fallait mettre 10 milliards pour acheter du matériel et chercher les terres après? Nous dépendons du Nigeria, nous dépendons du Ghana, nous dépendons de la Côte d'Ivoire. Le jour où nous avons fait la connexion avec le Nigeria, la veille, il nous a consulté, le président Aboussou et moi, je m'en souviens, à son bureau, et nous a dit que cette connexion, c'était la coprospérité partagée. Je me suis gratté les oreilles, et il a dit, Monsieur le Président, moi je crois plutôt que c'est de la pénurie partagée. L'union fait la nation, Ceux qui se préoccupent du décès du G4 devront attendre encore longtemps. Le G4 se porte très bien. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'UN? Il y a deux courants de pensée à l'UN. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fusion et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fusion, en tout cas pour le moment. L'équilibre des contrats est rompu du fait que un ou deux des principaux protagonistes sont partis et que par conséquent, puisque nous sommes en politique, il faut voir les choses avec réalisme. On va prendre les Béninois pour ceux qui ne sont pas. Vous avez observé en effet que chaque fois que l'opposition organise une manifestation, le pouvoir Yaïboni se dépêche d'organiser une contre-manifestation le même jour, à la même heure et souvent sur les mêmes lieux. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. En attendant qu'elle se prononce, nous exprimons au chef de l'État, le docteur Yaïboni, notre profonde compassion. Comment pourrions-nous l'oublier? Jamais de mémoire d'homme au Bénin. L'élection du bureau de l'Assemblée nationale et de son président n'a suscité dans l'opinion pareille mobilisation, comme si de nos choix dépendait la destinée du pays. Ce que je veux dire avec force, c'est qu'il faut condamner les méthodes qui dénaturent la démocratie, interdire la transhumance, le tout pour permettre à nos partis d'être de vrais partis. Sans cette réforme d'envergure, le risque est grand de voir notre classe politique disparaître progressivement et à jamais. Alors voilà, vous avez entendu cette compilation qui couvre presque les 10 ans du double mandat de Boni Yayi, et la posture adoptée par Adrien Ngwedji, l'un des responsables politiques, n'est-ce pas, qui ont rejoint le candidat de la majorité cette semaine. Alors, qu'est-ce qui a pu déterminer le leader que nous avons entendu là, et qui toutes ces 10 dernières années a eu à adopter des positions? Qu'est-ce qui a pu le déterminer à franchir le pas que nous avons vu cette semaine? On commence par Wilfried Léon Ngwedji. Personnellement, c'est un exercice difficile que vous me demandez de faire. Pourquoi? Parce que Adrien Ngwedji, je devrais l'appeler papa. Mais il n'empêche que je puisse lui dire avec
tout le respect, toute la déférence filiale que je puisse lui dire, parce que je suis béninois, que je ne me retrouve pas dans le choix qu'il a fait lorsque vous nous rappelez toute cette compilation de dénonciations des impérities du système en place, système dont il a été par ailleurs victime. Et je suis persuadé qu'il n'est pas de ceux qui pensent que la politique ce n'est que les intérêts, que les Béninois sont des ingrats. Je suis persuadé que lui, Adrien Ngouedji, ne le dirait jamais, parce que ce n'est pas son éducation. Et si on a passé le temps à dénoncer ces impérities, il apparaît curieux qu'au dernier moment, l'on s'allie à celui qui les aura commises pour porter quelqu'un d'autre. Et je voudrais modestement analyser les dénonciations faites en les mettant sous le coup de l'impréparation, de l'inconnaissance du terrain par celui qui en a été l'auteur pendant tout ce temps. Je vais dire que le Boni Yayi, venu au pouvoir en 2006, au détriment d'ailleurs d'Adrien Ngouedji, était un halogène à la classe politique béninoise. Il ne connaissait pas le terrain, il ne connaissait pas la matière béninoise et il n'avait aucune expérience en la matière. D'ailleurs, au surplus, lui-même le dira sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le 31 juillet 2010. En réalité, je le cite, l'intrus ne connaissait pas la maison. Conséquence, nous avons accumulé, nous avons gobé, nous avons subi ces légèretés, ces approximations dans la gestion du pouvoir. Quand on a fait tout ça, et qu'au dernier moment, celui-là même va vous proposer quelqu'un qui, il est vrai, il a eu l'idée de sortir 5 mois avant, 6 mois avant, mais qui manifestement, comme lui, ne connaît pas le terrain, ne connaît pas les Béninois, ne connaît pas les réalités de chez nous. Quand ça se passe ainsi, le risque est grand que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, quand on a subi ça, on devrait se démarquer d'un tel choix pour dire, monsieur, nous aurions aimé aller avec vous, mais vous aviez à nous proposer mieux. Parce que, voyez-vous, l'état de déliquescence dans lequel se trouve le pays aujourd'hui exige que s'y penchent des personnes qui sachent de quoi il s'agit. Des mains expertes, comme je le dis. Malheureusement, les mains proposées par M. Boni Yayi, elles ont beau être effilées, longues, je ne les vois pas capables de prendre le patient bénin en charge parce qu'elles ne le connaissent pas. Alors, Claude Oli, avant le choix d'Adrien Ngouedji, de Liali Souglo et de leurs partis respectifs, sans doute, nous avions entendu récemment le professeur François Abiola dans un meeting à Sakété expliquer que le candidat Lionel Zinsou, le franco-béninois Lionel Zinsou, est le candidat de Boni Yayi, non pas le candidat de FCBE, et donc ils ont dû se rallier pour faire gagner le système. Alors quand on a entendu Adrien Ngouedji ces 10 dernières années dénoncer justement ce système, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé aux responsables de ce parti et ceux de la Renaissance du Bénin également pour qu'ils en arrivent à s'associer à ce système que rien n'a encore changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, moi je n'ai pas compris, je compte sur vous peut-être pour nous aider à comprendre. À cette allure, vous risquez d'attendre longtemps parce que franchement, jusqu'à l'heure où nous parlons, moi aussi je me pose exactement la même question. Je veux bien qu'on m'explique parce que regardez tout ce que Adrien Ngouedji dénonce depuis toutes ces années que nous venons d'écouter encore. Il parle de clientélisme, de régionalisme, il a fustigé l'affaire ICC Service et ainsi de suite. Mais tout ça a été commis par et sous un régime auquel il s'allie aujourd'hui pour dire je porte avec vous votre candidat. Ce n'est pas. Quelqu'un dit tout à l'heure que le candidat Zinsou est soutenu par les FCBE. Non, il est porté par les FCBE. C'est différent. C'est le candidat des FCBE, même si par ailleurs le professeur Abiola dit que c'est le candidat de Boni Yayi, mais il a respecté un peu, mais ensuite il a la queue entre les jambes, il a rallié le groupe. Il veut faire gagner le système, c'est ce qu'il a dit. Mais justement, alors que ce soit ce système-là que le président Adrien Ngouedji vienne aujourd'hui soutenir, on ne comprend pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont jouées quelque part et qui dépassent ce que nous connaissons dans ce pays. Parce que pour que on a signé un accord comme ça, en catimini. Je dis bien catimini parce que c'est quand le candidat est venu déposer le dossier que tout le monde a su qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache quelque part. Sinon, on aurait pu faire comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous soupçonnez?
Non, je n'ose pas dire ce à quoi je pense, parce que je ne Vous veux allez pas tout faire, mettre dans les esprits. je ne veux pas faire de procès d'intention à quelqu'un. Mais je crois qu'il faut aller chercher. Parce que j'ai vu depuis hier circuler sur les réseaux sociaux un document comme quoi le candidat Talon aurait proposé de l'argent au président Ngouedji. Mais est-ce que ça, c'est une justification suffisante pour dire tous ces gens-là sont disqualifiés, je préfère aller vers le candidat de Yahi? Si le candidat Talon a proposé de l'argent, est-ce que tous les autres candidats de ce camp-là ont proposé aussi de l'argent? Ou est-ce que personne, aucun d'entre eux n'a rien proposé qui puisse trouver grâce aux yeux du président Adrien Ngouedji pour qu'il aille faire le choix de son bourreau? Dans l'alliance, il y a des vous m'excuserez, mais le phénomène RB, franchement, moi, je n'aime plus m'y attarder. Parce Pourquoi? que depuis quelques années, ils nous ont fait voir des choses et leur contraire à tout moment. C'est une famille, c'est un parti qui s'apparente à une famille qui est tout le temps positionné sur plusieurs fronts, et puis on se demande finalement à quoi ils jouent, ces gens-là. Donc moi franchement je ne veux pas faire le débat RB. Je me demande même si les éléments de la RB se sont plus ou moins entendus sur ce qu'ils ont fait là. Les principaux éléments, je veux dire, vous savez, le PRD jusqu'à aujourd'hui est demeuré un bloc compact, un bloc homogène. C'est cette décision-là qui risque probablement de faire sauter ce bloc-là. Mais la RB, ça fait longtemps que ça va dans tous les sens et vous ne pouvez faire aucune analyse sérieuse avec des gens comme ça. Oui, mais Clotaire Olihide, Maître Adrien Ngouedji dit que votre champion n'a rien proposé de concret, que rien de se positionner parce que quelqu'un est positionné. Non, moi je ne crois pas avoir entendu ça. Mais si, ça circule également sur les réseaux sociaux. Ah, ça je ne l'ai pas encore vu, mais il n'a rien proposé à part... Non, excusez-moi, Il a dit que avant, Sébastien n'a rien proposé d'autre que d'être candidat aussi parce que Patrice Talon est candidat. Il a dit en gros, ça circule aussi sur les réseaux sociaux. Mais ça, ce n'est pas une proposition. Si tel est le cas, encore que je n'en suis pas sûr, non, mais si tel est le cas, je dis, mais si c'est ça, mais ça, ce n'est pas une proposition. Je ne peux pas venir à une discussion avec vous. Je veux obtenir votre soutien. Et il dit que c'est sa seule motivation pour aller aux élections et que lui ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on parle de motivation ou de proposition? C'est deux choses différentes. La motivation des uns et des autres, je ne veux pas... Peut-être la motivation vient avant même la proposition. Vous voyez, en matière de motivation, je crois avoir répondu quelque part à cette question-là. Chacun sait à un moment donné ce qui le pousse à faire quelque chose. Je peux avoir des ambitions et ne pas les exprimer jusqu'à un moment où un déclic me fait m'engager dans une voie ou dans une autre. De ce point de vue-là, je ne rentre pas dans la tête de quelqu'un pour dire c'est parce que celui-ci est ça, c'est pas... La motivation, elle est personnelle à chacun. Je ne veux pas m'y attarder. Mais lorsque vous entrez dans une discussion politique, vous faites des propositions. Oui. Et donc, c'est par rapport aux propositions qui lui ont été faites que je voudrais bien savoir... Justement, au sujet des propositions, Clotaire Olihide, il a été dit que la motivation des deux partis RB-PRD réside dans la qualité du programme présenté par le franco-béninois Lionel Zinsou. En tout cas, c'est ce qu'a soutenu Irénée Agosta qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter. Hubert Amegwedi, franchement, pourquoi vos candidats ne se sont-ils pas appliqués à produire de bons projets afin de décider ces deux leaders les accompagner vers la marina? Vous y croyez vraiment qu'on n'a pas proposé de bonnes idées, de bons projets? Je crois que vous n'y croyez pas vous-même. La question n'est pas là. J'ai écouté l'élément et le sentiment que j'ai eu, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On a dénoncé, on a crié, on a vitupéré, on a condamné et après on a dit on aime. On adore ce qu'on a condamné. C'est triste et ça me rend triste. Ça me pose une... Enfin, je me dis il faut changer ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas bon humainement pour nous-mêmes, ce n'est pas bon pour nos enfants, ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour l'image que nous voulons avoir du monde, de notre pays dans le monde. Et donc par rapport à cela, il y a quelque chose absolument à détruire et à reconstruire. Vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui a pu amener à cela? Je me pose également la question comme vous et je vais m'aventurer sur quelques pistes qui ne sont peut-être pas scientifiques, quelques observations empiriques pour dire, vous aurez remarqué que ce sont trois Français qui se sont mis ensemble. Tous les trois sont des Français. C'est pas une tare d'être Français. Ah non, non, pas du tout. Je le dis sans aucune animosité ou sentiment de racisme. J'adore la France. J'y vais souvent. J'ai des parents français.
ma soeur, française. Donc la question n'est pas là. Mais je remarque que Adrien Ngouedji, Il y a des liens quand même voilà, entre les Adrien Ngouedji, Léa Dissoglo et Lionel Zinsou sont des Français. C'est des 3 binationaux. C'est 3 binationaux. D'accord. Ils ont tous les 3 la nationalité française. Ensuite, C'est donc un élément, j'en sais, j'observe. Je n'ai pas dit que c'est leur motivation, mais j'observe que ce sont des Français. Et donc, cette alliance a pu se décider ailleurs, au-delà de nos intérêts béninois, et qui sont des intérêts d'autres personnes et d'autres. Et vous aurez remarqué qu'il y a une frange des Béninois qui dit ce personnage binational, né ailleurs, ayant vécu ailleurs 61 ans de sa vie, préférera sa nation première, là où il a tout eu, à celle qu'il veut diriger. Il y aura un conflit d'intérêts permanent en cette personne, voyez-vous, entre nous, Wilfried et Virgile. Quand il s'agira d'un intérêt à départager entre la France et le Bénin, que choisira Lionel Zinsou? Avec tout ce qu'il a comme relation en France. il faut attendre de le voir à l'œuvre. Ah non, vous n'allez pas attendre qu'on nous vende d'abord complètement avant que nous ne réagissons. Je ne vais pas faire cela. Je vais commencer par alarmer les Béninois pour dire que on veut nous amener à mettre le pays dans les mains de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il s'agira des intérêts français et des intérêts béninois, je pense qu'aujourd'hui son cœur bat et bat réellement pour la France. Et par conséquent, nous ne sommes pas en sécurité. Et nous sommes en danger par rapport à nos intérêts. J'ai rencontré des opérateurs économiques béninois hier. Et leur préoccupation est de savoir, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver en 3e rang par rapport aux appels d'offres de l'État? Est-ce que ça ne va pas devenir des grands groupes français qui vont s'accaparer les grands marchés, vont les sous-traiter avec d'autres avant que ça ne nous tombe? Nous avons aujourd'hui des inquiétudes de ce que notre pays va nous échapper complètement parce que 3 Français se sont réunis quelque part on était en train et ont de scellé le sort. Les ressorts les ressorts possibles, parce que là nous sommes dans les conjectures, mais les ressorts possibles de cette alliance. Avant de s'éloigner de ce point de l'analyse, dites-nous, est-ce que ce n'est pas un problème à votre niveau? Est-ce que ce n'est pas étonnant d'avoir vu Adrien Ngouedji, en tout cas ces dernières années, assez loin de Boni Yayi, lorsqu'on sait que pour le COSLEPI, vous avez vu comment ça s'est passé, pour la Sénat, la désignation des membres et le contrôle donc de la Sénat, comment ça s'est passé. Et vous avez dit que vous n'allez pas vous attarder tous sur la renaissance du Bénin. Est-ce que ces 2 partis, les leaders de ces partis ont été vraiment loin de Boni Yayi? Non, mais remarquez que c'est l'autre aspect de l'indignité, de l'immoralité en politique que je voudrais souligner. Vous remarquerez... Ça avait toujours été comme ça, non, au Bénin ici? Mais il faut le corriger. Vous ne voulez pas qu'on reste dans la gadoue tout le temps? Vous ne voulez pas qu'on reste dans ça, dans cette indignité qui ne nous honore point? Moi, je pense qu'il faut en sortir. Il faut finir avec ça. Vous aurez remarqué que quand il s'est agi de prendre l'Assemblée nationale, on a profité. On a utilisé la corde. Vous aurez remarqué quand il s'est agi de prendre des postes à la Sénat, on a profité. On a pris. Et ainsi de suite, en tant qu'opposant de la famille opposante. Mais aujourd'hui, on décide de quitter cette famille pour aller embrasser l'autre qu'on a considéré comme le bourreau, le tortionnaire, le voleur, parce que aujourd'hui, on trouve en lui des qualités pour pouvoir gérer et continuer à faire ce qui se fait. D'ailleurs, le leader, le candidat dit « Je mettrai mes pas dans les pas du président de la République. » Oui, mais dans cette logique, est-ce que ce n'est pas une vengeance qui a pris le pas sur une autre vengeance? Est-ce que Boni Yayi, du moins Adrien Ngouedji, n'a pas préféré composer plutôt avec l'ennemi Boni Yayi en griffe que pour se venger de ces années de 2011? Vous ne me ferez pas dire que la vengeance est une qualité. Non, mais c'est du réalisme, c'est des éléments politiques. Ce n'est pas du réalisme, c'est du cynisme. La vengeance, est-ce que la politique n'est pas faite de tout ça aussi? Peut-être. De petits coups foireux, de cynisme, oui, tranchant tout ce qu'on sait de mauvais. Absolument, mais lorsque le destin d'un pays se trouve, il s'agit du destin d'un pays, on devient un peu plus raisonnable. Et vous aurez remarqué lui-même dans ses propos, lorsqu'il a pris le perchoir de l'Assemblée nationale, il a dit que ce 19 mai, toute la population s'est levée et il a senti que
de leur décision dépendait le destin d'une nation. Alors, et que cette décision a été prise dans le bon sens pour amener cette nation au développement. Et alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est en plus ça, d'accord. Wilfried Léon Ngboyi sur la même question. Est-ce que finalement, au regard de ce que dit Vigile Awansé, on n'aurait pas vu le PRD, la Renaissance du Bénin, quand même assez proche du pouvoir de Boni Yayi? Tantôt, leur chemin se croisait sur bien des choses. Ils se retrouvent au moment où on s'y attend le moins, avec parfois des alliances ou des comportements jugés incestueux par certains. Est-ce que ce n'est pas dans la même logique qu'on se retrouve là? Moi, je les catégoriserais. Avec la Renaissance du Bénin, on a observé pendant un moment une sorte de mariage consommé et puis après une sorte de concubinage sur le long terme. Parce que pendant que le parti... Il n'y a jamais eu de divorce. Pendant que, en fait, dans la réalité, c'est ça. Puisque pendant que la ligne officielle du parti disait on n'est plus dedans, vous aviez quand même des éléments d'attache évidents de la famille et du parti avec le pouvoir. Il avait toujours une vie de couple, une belle vie. Oui, vous savez, les gens font parfois, on fait parfois une séparation de corps et on est même en instance de divorce, mais les partis se retrouvent et puis relancent la relation. On a observé ça avec la Renaissance du Bénin. Donc, personnellement, je ne suis pas tellement surpris par le choix opéré par la Renaissance du Bénin. C'est plutôt celui avec le PRD, par contre, il y a eu pendant longtemps la constance, la rigueur de la démarcation d'avec le pouvoir en place. Même si, comme vous le soulignez à juste titre, à certaines occasions précises, on a vu qu'il y avait une sorte de passerelle entre le PRD et les FCBE pour gérer circonstanciellement certaines situations. Et c'est à ce propos... C'était de petits signaux, l'épisode Coslepi, l'épisode avec le recul, aujourd'hui, on pourrait le penser. Mais moi, ce qui me semble important à souligner, et je crois que c'est ce qu'il y a de positif, et c'est ce qui permet d'avoir encore de l'espoir, c'est ce qui permet de dire que les Béninois sont capables d'administrer la preuve du contraire à ces leaders qui ont décidé dans ce sens-là. Ce qui me réjouit, c'est quoi? Et vous l'avez remarqué vous-même, c'est que les populations béninoises, c'est que les militants du PRD, c'est que les militants de la Renaissance du Bénin, à qui l'on n'a pas rendu le respect d'aller leur dire, chers amis, voilà où nous allons. Mais on a plutôt laissé le soin aux bénéficiaires usurpateurs entre griffes d'aller leur dire, je suis votre nouveau maître. Ces militants-là ne se retrouvent pas dans ce choix. Et c'est ce qu'ils expriment. Oubi et Torbi, vous les avez entendus. C'est vrai que les informations font état de ce que, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, l'on procéderait à un mouillage d'acteurs, notamment de responsables à divers niveaux des partis considérés, pour qu'ils aillent dire oui, nous soutenons, nous comprenons le choix, nous avons été associés. Mais le Bénin réel, les populations, les militants de ces partis-là disent qu'ils ne se retrouvent pas dans ces choix. Et donc, c'est un motif d'espérance. Et je veux espérer que ces populations, le 28 février prochain, vont faire une révolution dans les urnes pour dire il n'en sera plus ainsi. Nous, les motivations qui ont été les vôtres au moment de vos choix, nous ne les connaissons pas. Mais vous nous avez manqué en n'allant pas nous voir pour nous annoncer vous-même, comme si vous aviez peur de notre réaction, comme si vous nous réduisiez à néant. Et donc, nous allons vous montrer qu'en définitive, c'est nous qui faisons vos partis, parce que c'est nous les militants sans lesquels vous n'existeriez pas. Oui, c'est peut-être la délicatesse du choix qui a induit... Si on a pris autant de précautions, c'est peut-être aussi le signe, que ça ne s'est pas joué sur des questions de conviction. Autrement, on aurait emballé les militants et on les aurait sensibilisés pour les faire adhérer à la cause. Oui, mais est-ce que le PRD n'était pas déjà assez loin de la conviction, Clotaire Olehide, lorsque le PRD a toujours dit que contre vents et marées, il veut aller au pouvoir, il veut faire partie du prochain pouvoir? Est-ce que vous n'avez pas fait peu cas de cette proclamation? Le refus de siéger dans l'opposition était devenu quasiment une sorte d'idéologie au PRD. Et donc, quoi qu'il arrive, que ce soit Boko Haram ou les djihadistes qui gagnent l'élection ici, il n'avait pas donné cette précision. Enfin, on peut le dire comme ça, Vigile. Il serait prêt, n'est-ce pas, à gouverner avec. C'est ça la position, on peut le dire comme ça, non? Bien sûr, et cette position qui en elle-même posait déjà un problème éthique. Mais ça dit, je considère même que ce soit la position du PRD, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent être avec le gouvernement de 2016? Ils n'ont pas dit qu'ils veulent être avec le gouvernement de 2011.
Mais qu'est-ce qui leur fait croire que c'est le gouvernement de 2011 qui doit revenir en 2016? C'est là où je ne comprends plus le PRD. Ils ont fait l'arithmétique aujourd'hui. Les trois grandes forces politiques sont ensemble. Mais les trois grandes forces politiques sont ensemble parce que le PRD a voulu s'y ajouter. Ça fait l'arithmétique. Mais justement, est-ce qu'en allant ailleurs, ils ne pouvaient pas amener le pouvoir ailleurs? Mais c'est justement là où moi je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi est-ce que le PRD pense que le pouvoir ne peut aller que là où se trouvent les FCBE? Moi, tout mon problème, les FCBE sont la première force politique. Parce que peut-être il a vu que pour avoir subi la machine ou les machinations, et il se dit peut-être que les FCBE, étant au pouvoir, ont les moyens de s'imposer à nouveau comme elles se sont imposées à lui et à ses alliés en 2011. C'est peut-être là. Mais il y a un élément important qui est ressorti des propos tout à l'heure de Urbain Amegbedji, que je vous inviterai à ne pas banaliser. Personnellement, je n'y pensais pas et je ne mettrai pas l'accent là-dessus. Il parle de la binationalité ou de la nationalité française des principaux acteurs de ce qui s'est joué là. Trio-là, oui. Ça me fait penser aux détenteurs de nos savoirs endogènes, ceux qui font le TOFA. Et je les ai entendus dire que le sort du Bénin a été scellé à l'étranger. Si ces personnalités-là ont effectivement la nationalité française, et qu'on peut admettre cette analyse, je vous inviterai à aller lire le rapport du TOFA et donc à envisager les conséquences de ce choix-là sur les populations béninoises dans les prochains mois. J'observe que vous trois, vous éludez un aspect de la question que j'ai posée. On parle par exemple de transactions financières, de postes ministériels et diplomatiques qui auraient été négociés même dans un certain pourcentage. On parle de 35%. Je n'en sais trop rien puisque je n'étais pas dans le secret de ces négociations. Je vous invite par exemple à consulter la lettre du 15 janvier de la lettre du continent, dont personne ne nie le sérieux, la qualité et la fiabilité des informations. On y parle par exemple du prix du ralliement d'Adrien Oumbedji à Lionel Zinsou. Alors, est-ce qu'on peut faire l'analyse dans ce sens aussi pour trouver les éléments de motivation de ce ralliement-là dans des transactions dont nous ignorons la teneur ou les montants? Si on cherche à aller au pouvoir à tous les coups, il va de soi que l'on définisse les conditions autour desquelles on va y aller. Si je vous soutiens et que vous gagnez, qu'est-ce qui me revient? Mais je ne voudrais même pas m'attarder sur ces considérations. Parce que nous faisons de l'analyse politique par ailleurs. Il y a des antécédents et dont il faut tenir compte. Il m'a semblé que en mai 98, quand le PRD, dans une formidable discipline de groupe, partait en bloc du gouvernement Kérékou, on a entendu dire les accords n'avaient pas été respectés. On nous avait promis par exemple 4 portefeuilles ou non 6, je ne sais plus, et on en a donné moins. Si aujourd'hui le parti qui a vécu peut croire à des promesses, parce que c'est des promesses, et vous dites un tiers au moins des postes au gouvernement pour le seul PRD, même si a priori il pèse 15% de l'électorat, ce qui n'est manifestement aujourd'hui plus le cas quand vous entendez les récriminations des militants. Même si c'est le cas, je ne vois pas le président Adrien Oumbedji croire à une telle promesse, parce que les FCBE qui auront porté à bout de bras à leur corps défendant M. Lionel Zinsou revendiqueront leur part, les autres satellites qui arrivent revendiqueront leur part, et donc les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets, et vous ne serez pas surpris si ce schéma aboutissait. Et j'espère et je crois fermement que les Béninois y feront échec. Mais s'il aboutissait malgré tout, vous serez ici et vous serez témoin des grincements de dents et des pleurs. Clotaire, lui, sur la même question. Est-ce que les transactions dont on parle pourraient être, n'est-ce pas, la motivation essentielle de ce ralliement? Non, sans verser dans l'hypocrisie, je dirais que c'est des choses qui ont toujours existé. Ce n'est pas la première fois que dans des accords politiques, on se propose des choses dans le but de se mettre ensemble pour gagner. Si nous gagnons le pouvoir ensemble, comment est-ce que nous le gérons après? Mais ici, on parle notamment de montants quand même assez élevés. Oui, et c'est pourquoi je dis, il ne faut pas être hypocrite, c'est des choses qui se sont toujours passées. Mais c'est qu'on ne les met pas sur la place publique. Mais je veux faire remarquer que c'est le même Adrien Oumbedji qui a dit
que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. En fait, c'est pas ce qu'il a dit. Non, nous allons être honnêtes, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai pris l'habitude, moi, et c'est pas parce que Clotaire un moment, c'est pas parce que je soutiens un candidat aujourd'hui que je validerai ça. Et je me rappelle, comme c'était hier, il était interviewé par un journaliste de la télévision nationale, Nicaise Miguel pour ne pas le nommer, et il faisait observer que entre les promesses en temps de campagne et la réalité du pouvoir, il y a un fossé. La formule elle-même est d'un responsable politique français. Il faut le restituer, même si après on dira que c'est du même au même, mais ce ne sont pas exactement ses propos. Non, je ne faisais pas. Nous serons honnêtes avec lui et nous voulons que les populations soient honnêtes avec le Bénin. Mon cher Wilfried, c'est pas le mot à mot qui me préoccupe. Ce que je veux dire, c'est que c'est le même Adrien Oumbédi qui a laissé entendre que on ne peut pas s'appuyer sur des promesses électorales. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il se contente de ce qu'on lui aurait promis et que la lettre du continent a publié. Oui, mais n'est-ce pas que la vie est une promesse infinie? Mais justement, si la vie est une promesse infinie, alors il ne faut pas croire à toutes les promesses qui vous tombent dessus, parce que toutes les promesses ne se réaliseront jamais jusqu'à la fin de votre vie. Donc, si ce n'est que parce qu'on lui a promis un tiers des portefeuilles de gouvernement et peut-être quelques milliards qu'il a fait ce choix-là, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait le choix de l'autre dont il a publié un courrier cette semaine qui lui a proposé également des portefeuilles et de l'argent dont l'authenticité reste approuvée. Je suis d'accord. Donc, si tant est qu'il y a eu ces promesses-là de part et d'autre, pourquoi est-ce qu'il préfère les promesses de l'un plutôt que celles de l'autre? Et c'est pourquoi moi je dis, au-delà de tout ce que nous disons là, il y a quelque chose d'autre qui nous échappe à nous tous. Alors Hubert, est-ce que cette même chose-là vous échappe à vous aussi parce qu'on n'y comprend pas grand-chose finalement à ce choix, notamment à celui du PRD. Non, je pense que les éléments révélés par la lettre du continent ne nous étonnent guère. Ça a toujours été comme ça. Il y a des accords qui mettent en jeu le partage du pouvoir, et ça se fait à travers les postes ministériels et autres. Malheureusement en Afrique aussi à travers des transactions financières, ça ne nous étonne guère. Et donc, oui, mais on a dit que votre candidat vous aussi aurait proposé en tout 4 milliards de francs CFA. Et puis Amegbedji, oui, vos deux candidats sont les milliardaires connus de la place. Certainement qu'il lui aurait proposé des milliards, mais pas assez pour le déterminer ou le décider, non, monsieur? Oui, je voudrais dire que donc l'argumentaire tombe. L'argumentaire qui consiste à publier sur les réseaux sociaux et à dire soi-même que on lui a... Est-ce que vous authentifiez ces éléments? Non, pas du tout, je ne les authentifie pas, mais je n'ai pas la capacité de les authentifier, et pas plus que les éléments de la lettre du continent. Mais c'est une analyse que nous faisons. Et donc j'ai dit, si c'est une question de milliards, pourquoi alors venir les dénoncer? Si soi-même, de l'autre côté, c'est la même chose qu'on a reçu, peut-être que ce n'est pas suffisant, comme vous l'avez dit. Et donc, parce que la question qu'on se pose, parce que vous me demandez, vous-même, votre candidat a proposé des milliards. Alors, enfin, je n'en sais rien. Voilà. Il se dit que vos candidats respectifs ont proposé des milliards. Et cela ne serait pas étonnant, puisqu'ils sont des milliardaires. Oui, ça ne serait... Bon, moi, je ne sais pas, comme j'ai dit, je ne peux pas l'authentifier, mais si c'est vrai, ce qu'ils disent, puisqu'on a vu des éléments sur les réseaux sociaux, la question qu'un homme raisonnable comme moi, comme vous et moi, doit se poser est de savoir, ça veut dire que ce que les nationaux ont proposé est insuffisant à ce que les binationaux ont proposé. Parce que de l'autre côté aussi, on nous dit qu'il y a eu transaction de valises et que c'est venu d'ailleurs. Donc, la question pour moi me semble... Peut-être que c'est une affaire de monnaie, des transactions en CFA et en euros ne pèsent pas les mêmes poids. Et donc, peut-être là-bas, ça a beaucoup pesé. Et là, ça nous ramènerait à quoi? Au prix du peuple béninois. Vous valez quoi? Sur la balance aujourd'hui, vous valez l'euro ou vous valez le CFA? Oui, mais est-ce qu'en la matière, ce n'est pas vous qui avez déjà posé l'arrêt, puisque là, il n'y a pas de démenti. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Parce qu'il n'y a pas de démenti ni du camp Talon, ni du camp Adjavon, puisque, Adrien Oumbédi et ses lieutenants disent que, de propositions, vous n'avez que de l'argent. Non, écoutez, Vigile, je vais vous dire une chose. C'est quand même étonnant que ça vienne du PRD qui parle d'argent. Ça ne peut pas vous échapper à vous, journalistes, que le PRD dénonce l'argent. Pourquoi le PRD ne devrait pas dénoncer l'argent? Je ne vais pas vous l'apprendre, je ne vais pas vous l'apprendre. Dans ce pays qu'on appelle le Bénin, le PRD ne peut pas dénoncer l'argent. Pourquoi?
Mais parce que C'est lui qui a fabriqué l'argent, qui a Non, mis l'argent au monde comme Mais ne dispose pas d'une imprimerie qui fabrique des CFA quand même. Donc, Enfin. je ne voudrais pas. Non. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, que ce soit venant du PRD qu'on dénonce l'utilisation de l'argent en politique, parce que ils en sont, comme on dit au Bénin ici, les initiateurs de cette pratique. Finalement, Et- est-ce que la proportion aujourd'hui que prend Non, mais je l'argent- voudrais dire une dernière chose. Oui, monsieur oui, Jean. allez-y rapidement. Ce serait indigne et ingrat de ma part de laisser croire aux auditeurs, comme ils veulent le faire croire, que tout ce que nous avons comme proposition est de l'argent. Il ne vous aura pas échappé que depuis le 19 août, nous avons commencé par donner les grandes lignes de notre projet de société. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucune idée de Lionel Zinsou, en dehors de ce qu'il a dit, il va mettre ses pas dans les pas du président de la République, il va continuer ce qui se fait. Mais René Agossa a dit qu'il a un oui, bon mais où ça se trouve? Il faut je n'ai rien vu, il faut le décliner, il ne faut pas me dire qu'il en a. Et moi, je vais vous montrer le document du projet de société que nous avons. Demain dimanche, nous le popularisons. Nous en avons. Aujourd'hui, pardon, s'il vous plaît. Aujourd'hui à 17h. Cela montre que Hubert n'a pas dormi cette nuit. Non. Il a tué dans la veille. Non. Juste pour vous, je ne peux pas laisser croire aux auditeurs parce que eux au moins ils ont suivi depuis le 19 août. La toute première fois que notre candidat est sorti, c'est avec les idées. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, des propositions, des réformes politiques. Des réformes. Et donc, l'accuser aujourd'hui de dire qu'il a proposé que de l'argent c'est une malhonnêteté intellectuelle, une escroquerie que je n'accepterai pas. Oui, Wilfried. Ben écoutez, moi je suis le plus heureux dans ce studio parce que quand vous parlez de milliards sur milliards, vous n'envisagez pas, Pascal Irénée Koupaki, vous n'envisagez pas la nouvelle conscience. Il n'est pas milliardaire, lui. Et donc, vous voyez le débat qui se pose, je vais vous dire très sérieusement. Bon, nous au moins, c'est une garantie, nous prônons une gouvernance éthique de qualité totale, n'est-ce pas? Sans l'usage d'argent. Une gouvernance éthique de qualité totale, L'argent qui sera injecté sera l'argent nécessaire à faire la campagne électorale pour convaincre les Béninois. Et ce ne sera pas dans la démesure. Vous avez observé vous-même que ceux qui s'accusent de milliards proposés ou reçus n'ont jamais cité. Oui, mais dans quelle mesure peut-on croire ce que... Laissez-moi vous dire, Attendez, au contraire. dans quelle mesure peut-on croire ce que vous dites là quand on connaît la place qu'a pris l'argent dans la dévolution du pouvoir dans notre pays? Par quel miracle allez-vous parvenir à ce que vous dites là? Justement, le miracle dont vous parlez, c'est une révolution que nous appelons des Béninois au 28 février prochain. Parce que, précisément, vous observerez que l'AOSA et SEM, les grands partis, les grands acteurs politiques, évidemment, ce n'est pas vers nous, mais ce qui est a priori une faiblesse doit être transformé en force. Et je dis que c'est heureux qu'on ne nous cite pas dans ce marchandage ou dans ces idées de transaction. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas beaucoup de milliards que vous n'arrivez pas à décider les partis politiques? Ici, les gens s'accusent, on dit, ils nous ont proposé, nous avons fait, et vous avez vu le document. Je dis, l'authenticité du document pour moi reste approuvée. Et je n'ai pas entendu le PRD revendiquer d'avoir mis le document en place. Je n'ai pas encore entendu formellement le Cantalon, à part que Hubert vient de dire qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Au moins personne n'aura l'indignité, l'indécence, la malhonnêteté de dire le candidat de la nouvelle conscience nous a promis 100 millions, 500 millions, 3 milliards. Au contraire, je vais vous dire ceci. Au contraire, je vais vous dire ceci. S'il en avait, est-ce qu'il ne ferait pas la même chose? Non, justement, laissez-moi vous dire, Wilfried Adoum. Au contraire, des partis politiques, des acteurs politiques, et je ne veux nommer personne, lui ont dit, et je vous le certifie, M. Koupaki, entre nous, nous savons qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous êtes le mieux qualifié. Vous avez le profil du job. Mais donnez-nous de l'argent pour vous soutenir. Et l'autre, quand il répond, mais moi je n'ai pas d'argent à vous donner, et en plus, vous ne pouvez pas perpétuer ces pratiques-là, on lui répond comme Wilfried Adoum le dit, mais M. Koupaki, si vous n'avez pas d'argent, comment vous voulez faire la politique? Oui, mais en attendant que le contexte change, en attendant que les choses... Est-ce que votre sort, le sort de votre champion n'est pas scellé? Ah, mais pas du tout. Nous on sait très bien. La révolution n'est pas encore opérée. Et je disais que ce qui, a priori, apparaît comme une faiblesse doit être transformé en force. Et les Béninois sont de plus en plus conscients de ce que il ne faut plus faire dans l'approximation, qu'ils ne peuvent pas se laisser vendre. C'est le professeur Tometi Inassis
de la nouvelle conscience qui fait une démonstration pour convaincre les Béninois de ce que quand ils acceptent de prendre 2000 francs, même 5000 francs pour élire un président, ils se sont vendus à 1 franc à peine par jour sur le quinquennat. Est-ce que c'est le prix de vote ou d'achat d'un citoyen, d'un vote? Non. Et il n'en sera pas question. Les Béninois que nous entendons du fond, du plus profond du Bénin, nous disent qu'ils ont pris conscience et que les choses ne se passeront pas comme elles se sont toujours passées. Le grand rendez-vous. Cette semaine, on a lu une interview du président Soglo rapportée par la Nouvelle Tribune. Nicéphore Soglo, président d'honneur de la Renaissance du Bénin, se démarque clairement de la position de son fils et il renseigne les Béninois sur le fait que son épouse fondatrice de la Renaissance du Bénin, elle aussi ne se reconnaît pas dans cette décision de la Renaissance du Bénin. Comment doit-on comprendre cette posture, Clotaire Lily? Oui, bon, je vous ai dit tantôt que les Soglo... Pourtant, c'est un fait, on peut en parler. Je ne vais pas m'appesantir sur cette affaire-là. Je le dis et je le répète, il ne faut pas me faire parler de la RB. Donc, il n'y a rien là à dire. Non, pour moi, franchement, il n'y a pas de temps à perdre sur ça. Passé, Par contre, je voudrais un peu revenir sur ce que Wilfried a dit tout à l'heure et mettre un bémol à ce qu'il a dit. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que quelqu'un milliardaire, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à l'argent. C'est pas moi qui le dis. Non, attention. Contraire, je vous défends. Attention, je comprends que vous vendiez votre chapelle, mais je suis sûr que quand vous dites que on a dit au président Koupaki, si vous n'avez pas l'argent, comment vous voulez faire de la politique? Non, je parie qu'on lui a plutôt dit, si vous n'avez pas l'argent, comment vous voulez vous faire la campagne? Oh non. Parce que pour faire la campagne électorale, mais pourquoi lui proposez pas les milliards il y a 1 an, il y a 2 ans, et que c'est à la veille? On ne dit pas qu'on lui propose des milliards, on lui en demande. Je veux que vous reteniez cela. On lui en demande. Donc, ce n'est pas qu'on lui en propose, et ce n'est pas lui qui pousserait l'indécence à proposer à quelqu'un de prendre de l'argent pour le soutenir. Ceux qui lui en demandent, je parie que c'est pas pour mettre dans leur poche, mais c'est pour faire campagne pour lui. Parce que vous ne pouvez pas faire campagne au Bénin. Vous avez vu le document, le fameux document qui est publié. Écoutez, on va y aller. On va y aller. Vous avez vu le fameux document qui est publié et dont je redis que j'attends l'authentification. Il dit quoi? 1 milliard pour le président, n'est-ce pas? 1 milliard pour le parti. Attendez. 1 milliard pour le parti, 1 milliard pour le... Ça, ce n'est pas encore campagne, s'il vous plaît. Donc, mais non, justement, on va pas vous appuyer sur ce document-là. Non, moi je souhaite qu'on arrête de dire que les milliardaires ne font qu'avec l'argent, Non, arrêtez avec ça. Ça veut dire que le document soit authentique ou non, si on y retrouve ces choses-là, ça veut dire malheureusement que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Très bien. Alors, on va avancer. Je reviens sur... Il y a quelque chose à dire d'abord avant qu'on ne passe à autre chose. Vous a déjà défendu. Non, mais j'ai pas besoin de la défendre. Vous ne voulez pas. Je suis assez grand, majeur et vacciné pour me défendre. J'ai pas besoin d'avocat. Merci Wilfried pour la plume, mais on n'a plus pas. Non, juste pour dire une chose par rapport à la question sur la RB, enfin la position des parents Soglo. Je dois dire quand même que la position des parents Soglo me semble un peu plus lisible. Lisible, je veux dire. Il paraît de toute façon que c'est en votre faveur. Ah, je n'en sais rien. Attendez de voir. Je ne suis pas celui qui va faire la divination ou la prestige. Je ne sais pas. Attendons de voir. Bon, mais ce que je voudrais dire, ça me paraît avoir plus de sens dans les choix de la RB ces dernières années plutôt que ce qui s'est passé. Il faut remarquer que le président Soglo et son épouse sont d'un certain âge. Et vous aurez remarqué que Mme Rosine Soglo a toujours été égale à elle-même. Avant de prendre cette position, quelques semaines avant, j'ai bien oublié la date, elle a tonné au Parlement pour dire une chose forte. Je ne suis pas d'accord. Croyez-vous qu'elle est assez folle, excusez-moi du terme, pour venir simplement déclarer cela? Ça veut dire qu'elle a eu vent et ils sont à un certain niveau de relation et les grandes oreilles dont ils disposent par rapport aux hautes fonctions qu'ils ont occupées, de ce qui se tramait sur le dos du peuple qui a amené Rosine Soglo déjà au Parlement à lancer la lettre et dit non, il ne faut pas le faire, nous ne sommes pas d'accord. Et son mari plus tard a organisé, elle-même d'ailleurs, une conférence à laquelle ont participé de grandes personnalités de ce pays pour dire attention peuple béninois, il se trame quelque chose contre vous, nous ne sommes pas d'accord, nous le dénonçons. Moi, je voudrais louer ce courage. Oui, mais je voudrais louer ce courage de cet ancien président
qui a vu venir... On annonce que le président Soglo se propose d'aller même sur le terrain pour aller porter la contradiction à son profit. Il s'étonne du comportement de son fils. Vous savez, entre l'intérêt national et les intérêts particuliers, il faut choisir. Et si le président Soglo en arrivait à le faire, s'il vous plaît, s'il arrivait au président Soglo de le faire et de privilégier l'intérêt national à l'intérêt familial de son fils et de sa famille, je pense que c'est à louer et il faut le dire. Oui, mais est-ce qu'on peut croire, les Béninois peuvent croire avec les Soglo que cette famille est incompatible avec la discipline depuis des années? Non, je ne dirais pas cela. Vous savez, quand on a un certain âge, on devient sage et tout ce que l'on fait, on reste proche de la vérité, de la droiture, parce que l'on est de plus en plus proche de la tombe. Et là, on a une communion. On veut aller vers une communion avec son Créateur, avec Dieu. Je ne vais pas vous faire l'évangile ici. Mais, dans ces conditions-là, lorsqu'on a atteint ce niveau de sagesse, on voit les choses autrement. Les intérêts matérialistes, les petits... Oui, mais ce que la question de vigile, on peut la reprendre autrement. Comment peut-on comprendre que dans une famille comme celle des Soglo, la discipline soit vraiment quelque chose de difficile? Comment comprendre que des parents, des enfants désobéissent ainsi publiquement à leurs parents, qui sont par ailleurs les créateurs de la Renaissance du Bénin? Président d'honneur, aujourd'hui tout le monde comprendra et acceptera avec vous que la Renaissance du Bénin, n'est-ce pas, Nicéphore Soglo reste le fonds de commerce principal de la Renaissance du Bénin. Alors dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut comprendre que le fils qui porte le même nom que le père et la mère puisse prendre une décision comme celle à laquelle on a assisté cette semaine? Enfin, c'est des choses que les Béninois ne comprennent pas. Peut-être que vous, qui fréquentez assidûment les chapelles politiques, pouvez nous expliquer comment on en arrive à de telles postures où le père dit autre chose et que le fils, au pays fond, c'est inadmissible qu'on désobéisse à ses parents. Vous le savez, je ne vous apprends pas, moi qui ne suis pas fond. Oui, vous savez, malheureusement, vous avez complètement raison. C'est incompréhensible, mais le plus grave, c'est que cette décision, si elle avait été discutée au sein des instances, ça veut dire donc que les parents auraient eu l'occasion, en tant que président d'honneur et présidente fondatrice, de donner leur opinion. Et que le débat aurait été fait. Et que le débat n'aurait probablement pas conduit, s'il vous plaît. Parce que je suis... le sentiment que ça n'a pas été fait? Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Je peux vous le certifier. Ça n'a pas été fait. Que le débat aurait conduit, parce que, vous-même vous l'avez dit, le poids du président Nicéphore Soglo et de son épouse dans les décisions, dans l'orientation que cela a sur les membres de la RB, pèse beaucoup plus que le fils. Et donc, si on avait eu un peu de respect pour les électeurs, si on avait eu un peu de respect pour les instances et les structures du parti, et que ce débat avait été fait, vous n'aurez pas eu ce hiatus qu'on a aujourd'hui. Parce que il y aurait une décision collégiale, une décision des instances, et je vous assure que si les parents avaient été battus, ils se seraient tus. Est-ce que les Soglo ne jouent pas tout simplement avec le peuple béninois? Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est leur long séjour au pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, et qui fait que nous assistons à cette saga familiale. Vous savez que les États-Unis sont le producteur mondial des sagas familiales, vous le savez. Et donc, je ne sais pas si c'est pour la même cause. Seulement, c'est dramatique pour moi parce que il s'agit ici du sort d'un État, d'une nation. Et quand on a vu ça, depuis en tout cas au moins 2006, on est dedans un coup, on n'est pas dedans un coup. On est dedans, on n'est pas dedans. Et vous voyez pourtant les éléments. Il n'y a pas de sincérité dans ce Quand on a vu ça, à la fin, il n'y a pas de lisibilité. Et malgré la débauche d'énergie des parents, les populations peinent à voir. Et au-delà des parents, vous avez d'éminents membres du bureau politique de la Renaissance du Bénin. Mais quand ils vous parlent des conditions dans lesquelles on leur a dit, bon, mon candidat c'est un tel, vous tombez des nues. Vous tombez des nues parce que, et ça vient une nouvelle fois, renforcer dans leur position ceux qui pensent que les partis politiques au Bénin, dont les fondateurs sont les PDG, et que c'est eux, ou en tout cas les responsables sont les PDG, que c'est eux qui en imposent parce que c'est eux qui mettent l'argent pour faire vivre le parti, ou c'est eux qui sont maîtres de l'étal et de l'étalage. Non, franchement, il y a à redire à ce propos. Et en définitive, c'est peut-être ça le bonheur dans toute cette tragédie qui se joue au niveau de l'ARB, au niveau du PAD, au niveau de la classe politique dans son ensemble. Ce qu'il y a d'heureux dedans,
c'est de considérer, et je suis en phase avec Hubert Megbeji, c'est de considérer que nous sommes à une fin de cycle. Nous sommes à une fin de cycle et que nous devons repartir autrement si nous ne voulons pas exposer le Bénin au clash. Si nous ne voulons pas que le Bénin explose, il faut en prendre conscience. Et le défi majeur, sinon l'exigence fondamentale, c'est de faire s'asseoir les Béninois, quelle que soit l'issue. C'est de faire s'asseoir les Béninois. Si on peut le faire avant, c'est tant mieux. Si c'est aussitôt après, c'est tant mieux. C'est les faire s'asseoir pour prendre les grandes résolutions par rapport à l'avenir du pays. Alors, ce qui se joue là, cher monsieur, est-ce que ça ne ressemble pas au scénario de 2006 où une partie de la classe politique s'était agglutinée autour d'un homme que d'aucuns qualifieront plus tard d'intrus, qu'ils ont découvert à l'épreuve du pouvoir pour finir par se lamenter publiquement sur la qualité jugée défectueuse du produit et de ses vraies capacités à fournir méthodiquement le service attendu. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas nous produire les mêmes effets, Clotaire Olydé? Je vous le disais tout à l'heure. Si ce trame-là se réalisait effectivement, ce dont je doute. On va en parler. Voilà, donc si cela se réalisait effectivement, ce dont je doute, non seulement les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais ce sera encore pire. Parce que cette fois-ci, il y a un élément d'extranéité très fort dont d'aucuns parlaient ici. Je me refusais à en parler parce que je ne veux pas faire un procès d'intention. Mais quand vous voyez toute cette panoplie de binationaux là, vous ne pouvez pas vous empêcher d'ajouter cet élément d'extranéité là à la situation de 2006 qui est un fait nouveau. Voilà, c'est ce fait nouveau là qui s'ajoute à ce qu'on avait en 2006 et qui va empirer la situation à partir de 2016 si cela se réalisait. Mais encore une fois, je suis convaincu que cela ne se réalisera pas parce que circuler dans le pays. Moi, j'étais à Porto-Novo hier toute la journée. J'ai rencontré plein de gens à Porto-Novo hier, de Porto-Novo, d'Adjara, d'Aguégué ailleurs. Vous travaillez déjà. Mais attendez, vous croyez qu'on va attendre quoi? Je peux vous rassurer que cette alliance, à la limite bizarroïde, ne prospérera pas. Oui, Hubert Megbeji, désormais, la propagande du Premier ministre du franco-béninois tourne à plein régime. On est dans une arithmétique. Le Premier ministre béninois. Ah d'accord, béninois, oui. Le franco-béninois, Premier ministre du Bénin, voilà. Le seul Français à la tête d'un État africain d'après TF1. Oui, ça aussi, on l'a suivi. Bon, enfin, on est dans une arithmétique, de toute façon, arithmétique des suffrages qui permettra l'élection de Lionel Zinsou haut la main au premier tour. Dans ces conditions, est-il encore nécessaire pour vos candidats respectifs d'aller gaspiller leurs ressources dans une élection qu'on dit déjà pliée? Ah non, vous trompez totalement. Ah oui. Les Béninois ne sont pas des godillots, ne sont pas des animaux qu'on peut conduire à l'abattoir simplement comme ça. C'est pas possible. Les jeux ne sont pas du tout faits. Ah, pas encore. Pas du tout, pas du tout. Le terrain, ce que le terrain révèle n'est pas du tout cela. Nous allons nous battre sur le terrain et nous verrons au niveau des résultats. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, à votre question. Très rapidement, le temps qu'on prenne les auditeurs qui s'impatientent déjà. Non, juste pour dire, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On n'a même pas besoin d'être aveugle pour le voir. Ce monsieur est né... De toute façon, on ne voit rien quand on est aveugle. Non, attends. Non, on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas les autres sens. On a 5 sens, il y en a 4 autres. Alors, c'est pour dire, j'ai eu à discuter avec un gros baron de la FCB qui s'inquiétait parce qu'il est totalement mélangé, si je peux utiliser ce terme-là, dans la tête. Parce qu'il ne comprenait rien, il se dit, monsieur ne me connaît pas. Je peux vous certifier qu'ils sont nombreux comme ça. Attendez, oui. Ils sont nombreux comme ça. Il dit, monsieur ne me connaît pas. Mais moi, je connais Yaïboni, je sais comment il réagit, je sais comment il faut le prendre. Monsieur là, je ne le maîtrise du tout pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Il me connaît pas. Est-ce que demain, il va se souvenir quand je vais lui dire, la tante de mon frère, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, ce marché-là, vous devez passer ça au maire de ma commune. Est-ce que ce monsieur... Est-ce que c'est pas pour sortir de toutes ces considérations? Attendez, c'est pour vous dire, non, il a posé une question. Est-ce que demain, ces mêmes ne viendront pas se plaindre de ce que ils ne connaissaient pas cette personne? Et je suis en train de vous assurer qu'ils ne le connaissent pas. Et de toutes les façons, il est formaté français. Il est formaté dans un système qu'il viendra faire. Et ceux qui vont est-ce que ça aussi, c'est peut-être pas la solution dans un pays non, mais écoutez, où le clientélisme... Vous voulez que moi je prenne le risque d'une inconnue comme ça là?
et que j'ai déjà expérimenté 10 ans, où on a pris quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui est venu nous démontrer le mauvais visage de l'inconnu. Est-ce que ce que vous connaissez aujourd'hui, Hubert Mbedji, ce que je vais assez grave, n'est pas déjà assez dangereux pour le pays? Je vais vous dire, je préfère le borgne que je connais à celui qui a les deux yeux que je ne connais pas. Parce que lui, là, quand il viendra, je ne sais pas à quelle sauce il va me manger. Parce que celui que je connais, je sais ce que je peux et comment je peux le prendre, je sais ce que je peux éviter avec lui, mais celui que je ne connais pas et qui vient, je vais vous dire, pour clôturer là-dessus, ceux qui veulent servir d'échelle à ce monsieur apprendront à leur dépens que dès qu'il arrivera au bout, il cassera l'échelle. En attendant de constater que l'échelle est cassée, nous allons prendre les auditeurs et je voudrais préciser très clairement à émission spéciale mesure spéciale, les auditeurs qui appelleront dans cette émission poseront une seule question. J'ai dit des questions. Ceux qui vont s'en écarter seront simplement stoppés. J'ai dit aussi une question et pas plus et pas de commentaires, rien du tout. Une question à nos auditeurs. Et j'ouvre l'antenne. Bonjour auditeur en ligne s'il est là. Éminent journaliste. Voilà Tombé Abbas, mon nom depuis Porto Novo. À qui avons l'honneur? Vous savez, merci beaucoup pour les invités, je les salue aussi. Oui, monsieur Abbas, allez-y rapidement pour votre question. Oui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chaque 10 ans, l'âge oblige l'homme à changer son comportement vis-à-vis de la nature. Vous me permettez, l'âge d'adolescence, c'est 10 ans. L'âge de viril, c'est 30 ans. La maturité, c'est 40 ans. La discrétion, c'est 50 ans. La caducité, c'est 60 ans. La décadence physique et sagesse mentale, c'est 70 ans. Monsieur le journaliste, vous cherchez à comprendre les coulisses d'un parti politique dont vous ne faites pas partie. Oui, monsieur Abbas, je l'ai dit très clairement au début. Aujourd'hui, ce sera des questions, pas de commentaires. Autrement, je vais vous couper immédiatement. J'ai dit des questions et une seule question par personne. Si vous continuez, je vous coupe tout de suite. Vous avez une question ou pas? Alors, un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur, Eric. Je ne vous entends pas très bien, monsieur. Vous avez l'honneur à Eric Mbedji. Monsieur Mbedji, c'est ça? Eric, oui. D'accord. Oui. Ma question s'adresse plutôt à monsieur Mbedji. Oui, une question, allez-y. Oui. Il parlait tout à l'heure de la sortie de le document là, 17h. Je veux avoir une idée sur le lieu. La famille de... La sortie de leur document. La sortie du document à 17h, d'accord. Ben, il vous appellera pour le dire comme il est de la même famille que vous. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, auditeur ami. Bonjour. Oui, à qui avons l'honneur. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu la tonalité de votre poste, s'il vous plaît? Oui, c'est Boscoro Oscar. Boscoro Ariba. D'accord, allez-y pour votre question. Non, moi je vais souhaiter que ce débat soit fait en langue maternelle, dans nos langues maternelles, pour éclaircir la population analphabète. D'accord. Et je remercie Radio Soleil FM. Je me demandais où était la radio depuis 5 ans, quoi. Si la radio était née depuis 5 ans, on ne serait pas à ce niveau. Très bien, monsieur Bosco, merci beaucoup, on vous aura compris. Le service fond de la radio au service en langue nationale de la radio prendra les dispositions pour faire notre débat. Un autre auditeur est là. Bonjour, à qui avons l'honneur? Allô? Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour, vous savez l'honneur à beaucoup depuis que ça m'est craqué. D'accord, allez-y pour votre question. Allô? Allez-y, nous vous écoutons, allez-y pour votre question. Bonjour, monsieur les journalistes. Oui. Montrez-moi un seul président depuis 1960, depuis le président Hubert Manga, un seul président qui, à la fin de son mandat, est allé chercher un autre président. C'est un autre chose là de l'intérêt qu'on nous impose. Montrez-nous un seul président qui s'est comporté de cette manière. Si ce n'est pas de l'injure aux autorités au plus haut niveau. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Les invités tenteront de répondre à votre question. Un autre auditeur est-il là? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Appelez-moi Mignon Da Silva. Oui, monsieur Da Silva, allez-y pour votre question. Je voudrais savoir quel est le salaire, le vrai salaire de Lionel Sessou payé par le budget béninois en tenant compte des primes et les avantages du dépaysement. Je vous remercie. Bon,
Enfin, ça, c'est une question colle, on dirait. Comment voulez-vous qu'on sache ce qui lui permet? Enfin, les invités ici vous apporteront la réponse. Un autre auditeur est-il là? Oh, bonjour, monsieur. Non, il est parti apparemment. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, il y a quelqu'un qui est en ligne. Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Je salue les invités. À qui avons l'honneur? Est-ce que vous pouvez présenter? Monsieur Kokou Théodore. Kokou Théodore, allez-y pour votre question. Alors, c'est pour vous dire que le jeu n'est pas gagné d'avance. Eux, ils s'agissent seulement. Ils n'ont qu'à signer les accords. Nous, on va agir sur le terrain. Merci, je vous remercie. Bonne journée à vous. Ça, c'était pas une question non plus. Un autre est-il là? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur Arwandinou Désiré. Monsieur Arwandinou, allez-y pour votre question. Bon, c'est pour vous dire seulement que si réellement le président Oumbéji, il est vraiment du porte-roue. Hein? Qu'on nous démontre s'il est un porte-roue. Non, ça, c'est pas une question. Un autre auditeur. Bonjour. Nous en prendrons encore deux avant de boucler la liste. Oui, bonjour, à qui avons l'honneur? Oui, monsieur Asogba, allez-y pour votre question. Allô? Allez-y pour votre question, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Chers invités, c'est souvent son parti de Ouida. Chers invités dans le studio, vous êtes tous unanimes pour reconnaître qu'il y a un complot contre le peuple béninois à travers l'alliance FPE, PRD et RB pour porter M. Lionel Zinsou au pouvoir, certainement dans la continuité. Ma question est de savoir quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour faire échec à cette initiative, car il ne s'agit pas seulement de parler, mais plutôt de tâches concrètes. C'était Sougou Asogba, agréable journée de Mekala à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Asogba, pour votre question. On prend un dernier et puis on revient en studio. Bonjour. Il n'est pas là. Bonjour. Allô? À qui avons l'honneur? Osias Dossou. Monsieur Osias Dossou, allez-y pour votre question. Je pense que ce qui vient de se passer est une provocation, une insulte. Le peuple doit se tenir debout et donner la réplique. M. Oumbéji vient de valider les concours frauduleux pour lesquels il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Et tout ce que nous avons reproché à ce système-là pendant 10 ans, ce que moi je voudrais demander à des invités, c'est de s'organiser sur le terrain pour que nous fassions échec à ce complot-là. Et ils vous ont entendu. Vous n'avez pas posé de questions, mais bon, enfin, ils essaieront de vous dire ce qu'ils sont en train de faire pour ce que vous souhaitez. Nous revenons donc dans ce studio pour essayer d'apporter quelques réponses à ces questions. D'abord, pour commencer, Asogba Assourou, qui nous appelle de Ouida, voudrait savoir quelles sont les dispositions que vous prenez, parce que souvent dans notre pays, nous parlons beaucoup, nous faisons beaucoup de bruit, mais nous produisons peu de résultats. Quelles sont les dispositions que vous prenez respectivement dans vos camps respectifs pour contrer ce qu'ils qualifient de complot? Ce sont ces mots. Oui, mais travailler, expliquer, convaincre, c'est ce que nous faisons, parce qu'en politique, c'est les meilleures armes que nous avons. Et je peux les assurer de ce que nous sommes présents sur tout le territoire, dans tous ces compartiments. Et nous passons le temps à expliquer les tenants et aboutissants, les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et en quoi les alliances qui sont faites pourraient être compromettantes et dangereuses pour le pays. Vous aurez remarqué que à Ouagadougou, des événements malheureux se passent également actuellement, et nous devrons faire attention pour que notre pays, qui est un pays de paix, puisse rester... Vous reprenez Guadamassi? Je ne reprends pas Guadamassi, mais je fais mes analyses et j'ai le devoir d'éclairer les électeurs sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je n'ai pas demandé à un pays d'aller bombarder la Libye. Je n'ai pas demandé, on n'a pas consulté quand on a pris des décisions ailleurs qui aujourd'hui ont des conséquences sur tout le monde et qui ont des conséquences sur eux-mêmes et sur leurs alliés. Et moi, je ne veux pas être un allié de cela. Je ne prends pas les positions de Guadamassi, je ne sais pas où il a ces informations, mais je fais de l'analyse géopolitique internationale où aujourd'hui, les alliés de ceux qui ont décidé de terminer avec la Libye sont en train de payer le prix de ces agissements-là. Est-ce que le Bénin va s'aligner dans ce camp-là?
je voudrais dire au monsieur que notre rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer à tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les enjeux de demain sont des enjeux de sécurité et de paix. Les enjeux de demain sont les enjeux de développement pour eux, et au regard de ce que nous avons vu ces 10 dernières années, il n'y a qu'une seule chose qui peut les sauver, c'est la rupture. La rupture avec ce qu'ils viennent de dire, les concours frauduleux, la rupture avec le régionalisme, la rupture avec la corruption, la rupture avec l'instrumentalisation des institutions de la République. Et pour ça, ce n'est pas la continuité avec ce qu'on nous propose qui sera la solution. On les aide pour l'instant, disons, chaque candidat travaille de son côté, dans son coin. Est-ce que cette réponse à 9 que vous avez entamée il y a quelques jours, est-ce que ça suffira pour parer à cette alliance? Non, personne n'a donné une réponse à 9. Il y a une concertation qui a démarré et attendait d'en voir les résultats. Mais dans l'immédiat, ce qu'il y a à faire, je vous ai dit tantôt que moi, toute la journée d'hier, j'étais à Porto Novo. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient ailleurs. Parce que la première chose à faire, c'est d'offrir un cadre, un réceptacle à tous ces frustrés-là qui ne se retrouvent pas dans l'accord qui a été signé sur leur dos. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller à l'encontre du combat psychologique que le camp Yahi est en train de mener. C'est-à-dire que on veut faire croire au peuple béninois que le match est plié, il ne faut même plus vous gêner. Du coup, la conséquence que ça pourrait avoir, c'est que les populations se découragent et n'aillent pas chercher leur carte d'électeur, n'aillent pas voter en se disant c'est déjà plié. Et là, nous nous organisons, nous allons sur le terrain pour leur expliquer qu'il n'en est pas question. Prenez vos cartes d'électeurs, allez voter et laissez-nous nous occuper du reste. Et le reste là, c'est la troisième phase bien sûr, c'est que s'ils se rendent compte que toutes les autres tentatives ont échoué, eh bien ils vont tenter ce qu'ils ont fait en 2011, c'est-à-dire aller tripatouiller pour pouvoir inverser les résultats. Et à ce niveau-là, oui, nous avons une organisation que nous sommes en train de mettre en place. Oui, à ce propos, vous avez lancé quelque chose cette semaine. Et nous en avons parlé, mais nous allons vraiment le lancer. Notre candidat en a parlé, mais on va le lancer vraiment officiellement dans les prochains jours. Je vote, je reste. Non seulement ça. En quoi cela consiste concrètement? Cela consiste très brièvement à demander à chaque électeur, après son vote, de ne pas s'éloigner du lieu de vote, d'attendre, de surveiller. Nous allons procéder à un contrôle citoyen organisé. Et mieux, nous allons former des gens. Est-ce que la loi autorise des attroupements au cours du vote? J'ai dit de rester dans les environs. Ils ne resteront pas dans le poste de vote, mais ils sont autorisés à rester dans les environs. Personne ne peut les en éloigner s'ils ne sèment pas du trouble dans le milieu. Et par ailleurs, nous aurons nos représentants dans tous les postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. Vous en avez nous avons déjà tout ce qu'il faut en termes d'hommes et en termes d'outils, en termes de moyens. Tout est mis en place, nous allons le faire. Et comme notre candidat a le dit, 2 heures après la compilation, nous aurons les résultats. Et si tripatouillage doit y avoir, ils auront la réponse en face. Wilfried Léon Ngbeji, sur la base de l'arithmétique dont on vient de parler, Clotaire, l'arithmétique des dernières législatives, dans le camp de cette alliance qui s'est effectuée cette semaine, on se dit déjà à la Marina, certains estiment que si rien n'est fait, cela va se produire, ou alors si cela ne se produisait pas, on craint d'autres choses qui ne sont pas des méthodes qui ne sont pas totalement loyales. Est-ce que vous, dans votre camp, vous avez pris des dispositions un peu comme les soutiens de Sébastien Diabon qui se propose de surveiller le vote? Surveiller le vote, ce sera fait à raison. Et je crois que le minimum à faire, c'est demander aux électeurs, aux partisans des uns et des autres, quand ils ont fini d'être sur place. Et je crois qu'il y a un minimum d'évolution au niveau de la Sénat, dans les conditions d'organisation, qui devrait également contribuer à sécuriser nos votes. Mais on est sous les tropiques. Et on sait comment ça se passe parfois, où celui qui n'est pas élu est élu. Je veux même prendre à témoin un ancien ministre de Boni Yahi, encore en fonction, qui était allé dire en 2011 sur une radio de la place que en 2011 et en 91, le président qui a été élu n'est pas celui qui a été déclaré vainqueur. Et qu'en 96, celui qui a été élu par le peuple n'a pas été déclaré vainqueur. Il était ministre en exercice, s'il vous plaît, quand il le disait. Si on considère que, parce que c'est parole de ministre en exercice, si on considère que c'est vrai, il faut donc considérer
que le risque existe que l'on puisse tripatuer les résultats. Oui, et que par conséquent, parole de ministre n'est pas parole d'évangile. Ce n'est peut-être pas parole d'évangile, mais chat échaudé craint l'eau froide. Et on vous dit que quand le serpent vous a mordu une fois, vous fuyez même le fil quand vous n'êtes pas sûr de sa nature. Donc, il faut que les uns et les autres veillent. Mais je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses. Vigile semblait insinuer malicieusement tout à l'heure que, mais est-ce que c'est pas pour mettre fin à ces pratiques que nous dénonçons tous, que quelqu'un nous a proposé un candidat importé. Un candidat importé. Ah, mais s'il devait changer les choses, vous aurez déjà vu au bout de 5-6 mois. D'ailleurs, allez à la primature et demandez aux Béninois qui sont là, qui travaillent, en 6 mois, combien de temps effectif de présence leur patron a passé dans les bureaux du ministère. Cela ne va pas de soi, c'est le patron candidat par ailleurs. Non, avant même d'avoir été désigné, imposé, tout ce que vous voulez, allez demander aux Béninois qui sont là-bas combien de temps effectif de présence leur patron a passé dans ces locaux. Et je voudrais rappeler au souvenir des Béninois. En 2006, on prête à Rosine Soglo d'avoir dit tout le temps, dans le creuset où devait se décider le soutien à l'un ou à l'autre des 2 candidats qualifiés pour le second tour. On prête à Maman Rosine Soglo d'avoir répété: je connais Humbedi avec ses défauts, je ne connais pas Yahi Boni. Je connais Humbedi avec ses défauts, je ne connais pas Yahi Boni. Et on l'a rassuré, ça va se faire. La sagesse nous enseigne que, à beau mentir, qui vient de loin. D'accord? De même, si je viens avec un objectif précis, 6 mois avant, 8 mois avant, 1 an avant, je peux vous montrer toutes les qualités que vous voulez que je vous montre pour atteindre mon objectif. Ce disant, je voudrais demander donc aux Béninois d'être ouverts, d'avoir l'esprit présent pour ne pas se laisser enfariner par le discours, par le comportement, l'humilité. Il y a 10 ans, vous aviez vu quelqu'un qui se pliait en 2 pour saluer tout le monde et qui pouvait même se coucher pour vous saluer et qui après vous dit: c'est moi le roi. Quand on me salue, quand on me parle, on me regarde dans les yeux. On enlève les mains de la poche. On enlève. Vous en avez connu, Vigile. Et donc, mon propos à moi, c'est de dire aux Béninois d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser enfariner, de ne pas se laisser embarquer comme du bétail électoral, parce que c'est de l'avenir du Bénin qu'il est question. Oui, Vigile, juste pour dire un mot, Vigile disait, c'est pour mettre fin à tout cela. Mais Vigile posait des questions. Oui, absolument. Oui. Non. Ça ne. C'est une opinion également qui. Absolument. C'est pas pour mettre. C'est pour répondre à votre question. Ça supposerait qu'il va mettre en prison tous ceux qui sont là. Y compris celui qui le propose. Parce que c'est eux qui sont les auteurs de ça. S'il veut mettre fin. Qu'il est capable de faire ça? Il n'est pas. Mais c'est ce que je veux voir. S'il n'a pas été en mesure de refuser, que les moyens de l'État soient mis à sa disposition, comment que voulez-vous? La télévision publique soit à sa disposition, alors que là d'où il vient. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et que là d'où il vient, il sait très bien qu'on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on veut être président de la République. Que si vous utilisez les biens de l'État, vous serez amené à rembourser. Et qu'il a cassé notre hélicoptère. Parce qu'il était en campagne. Vous n'allez pas dire ça. Non, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire de façon sérieuse, c'est un accident, oui. De toute façon, c'est à lui que c'est arrivé. Ce que je voudrais dire, je suis très heureux que vous posiez la question. C'est pour mettre fin à tout cela qu'il est venu. Mais depuis 6 mois qu'il est venu, à quoi il a mis fin? Lorsque les enfants ont été floués et que le concours a été frauduleux, il n'a même pas daigné dire je suis désolé. Même pas un seul mot de pitié pour ces milliers qu'on a floués. Et vous voulez qu'il change ça? Et s'il veut changer ça, c'est qu'il va mettre en prison tous ces gens-là qui le portent aujourd'hui. Et je vous disais... Parce qu'il a besoin de ceux-là aujourd'hui pour se faire. Voilà. Et c'est ça qui explique Urbain, c'est ça qui explique justement que relativement au scandale du PPEA 2, oui, on a tenu il a dit une chose et son contraire. Candidat, on a nuancé fondamentalement le propos parce que la finalité, c'est d'atteindre un objectif. Absolument. Il faut dire aux Béninois d'ouvrir les yeux. Oui, le monsieur qui qualifiait le PPEA 2 de criminel a trouvé maintenant que c'est un petit incident qu'on a réglé déjà. Ce n'est plus l'argent de l'eau qui a été volé n'est plus un problème pour lui parce que maintenant cette personne va lui servir d'échelle. Mais j'ai dit à cette personne, et je lui ai déjà dit et répété, il va casser l'échelle dès qu'il va arriver. Alors, messieurs, dans un instant, nous allons devoir mettre un terme à cette conversation à 5. Et je voudrais vous proposer chacun en 120 secondes de la conclure, tout en nous disant simplement en quelques secondes
qu'est-ce qui fait que les Béninois devraient préférer vos candidats respectifs à celui dont nous avons parlé presque tout le temps au cours de cette émission, Wilfried Yaoundé? Écoutez, moi je suis engagé depuis quelques jours aux côtés du candidat Pascal Irodé Koupaki. Je suis engagé avec Koupaki parce qu'il n'est pas un politicien. Je suis engagé avec Pascal Irodé Koupaki parce que c'est un homme d'État. Parce qu'il a montré dans sa tenue, dans son comportement, pendant les années où nous l'avons vu à l'épreuve, il a montré qu'il avait une attitude au-dessus de la mêlée. C'est un homme d'État. Et moi, c'est ce qui me plaît. Il a un projet aujourd'hui d'ambition pour le Bénin. Bâtir ensemble le Bénin nouveau. La logique chez lui, c'est de faire en sorte que tous les Béninois s'associent, tous les Béninois se mettent ensemble pour porter le Bénin. Restaurer la cohésion du Bénin. Pour que tous les enfants du Bénin se sentent bien chez eux partout où ils vont. C'est ça qui plaît chez ce monsieur que je qualifie, moi, d'atypique dans notre contexte. C'est un homme atypique du point de vue des valeurs qu'il prône, du point de vue de son comportement. Et c'est pour ça que je dis, ça n'est pas un politicien, c'est un homme d'État. Et vous pensez que c'est ça qu'il nous faut? C'est ça qu'il nous faut fondamentalement. Nous l'avons déploré depuis 15 ans, 20 ans, de ne pas l'avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous tenons le bon bout si nous pouvons lui faire confiance. Très bien, Clotaire Olydé, vous, votre candidat, votre champion, il est un opérateur économique. C'est un fait nouveau dans le paysage politique chez nous. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est l'homme de la situation, qu'il est l'homme préparé pour régler tous les problèmes que nous avons répertoriés au cours de ces 10 dernières années? Merci beaucoup. Oui, Sébastien Germain Adjavon est un opérateur économique, ce n'est pas un acteur politique. Il est plutôt resté éloigné de toute cette pagaille politique que nous voyons depuis toutes ces années. Et je ne crois pas qu'être opérateur économique est une tare rédhibitoire dont on puisse avoir honte. Pas du tout. Alors, et ce monsieur, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même s'il est resté à l'écart de la chose politique, il n'est pas resté moins proche des hommes politiques. Et vous voyez aujourd'hui tous ceux qui sont autour de lui comme acteurs politiques de tous les bords, de tous les camps. Donc il se positionne aujourd'hui comme celui qui peut rassembler les Béninois. Et je crois que nous en avons fortement besoin dans un pays qui pendant longtemps a été divisé contre lui-même. Deuxième chose, ce monsieur, son projet qui va être sorti également très bientôt, met surtout l'accent sur le développement économique du pays. Il dit il faut en fait donner. Vous avez pris tout ce temps pour faire un projet. Vous savez, vous rassemblez autour de quoi alors? Vous savez, dans une campagne, chacun a son calendrier, chacun a son agenda. Et chacun choisit le moment propice pour sortir ce qu'il veut sortir. Et je vous dis, cela sortira bientôt et vous verrez qu'il a décidé de donner un contenu économique à son projet. Donc vous allez faire un grand rassemblement, enfin un show à l'américaine. La forme, vous la verrez bientôt. Ce n'est pas, je ne vous dirai pas non plus comment ça va se passer. Laissez-nous au moins. Non, c'est une question que je pose. Non, et à laquelle je ne répondrai pas. Vous aurez l'occasion de voir comment ça va se passer. Donc voilà, nous pensons qu'avec lui, nous pouvons faire avancer le pays. Nous pensons qu'avec lui, enfin, nous allons pouvoir donner un contenu économique au développement de ce pays. Très bien, nous allons boucler avec Yann Ogbedi qui défend le candidat Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il propose lui, Patrice Talon, pour décider, n'est-ce pas, les Béninois à lui apporter leur suffrage? Bon, je voudrais d'abord en un mot parler de l'homme. L'homme très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, voilà, plus que 60 secondes. Voilà. L'homme est un opérateur économique, certes, mais qui est resté dans l'antichambre de la politique et ayant accompagné depuis plusieurs années, plus de 20 ans déjà, les hommes politiques. Et donc, il connaît ce qu'il y a derrière, comment ça se fait, comment ça se cuisine. Aujourd'hui, il propose aux Béninois, après avoir observé auprès de son ex-champion les dysfonctionnements fondamentaux qui font aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui désabusés complètement de la politique et de la manière de gérer notre pays. Ces dysfonctionnements, il dit, si on ne les corrige pas aujourd'hui, nous en pleurerons demain parce qu'il y aura un clash. Et donc, il faut faire ces réformes absolument pour redonner vie et redonner une chance à ce pays de se développer. Donner une chance aux jeunes. Le politique tient l'économie. Si on ne fait pas les réformes aujourd'hui qui font que le chef de l'État a tous les pouvoirs, il peut arrêter qui il veut, faire fuir et chasser qui il veut du pays. Si on ne change pas cela, on ne pourra pas évoluer. Et enfin, il demande créer un environnement qui permette aux génies individuels de se développer. Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas d'or, le Bénin n'a pas de richesse minière, le Bénin n'a de richesse que d'hommes.
Et ces hommes-là, il faut leur permettre, ces génies individuels, parce qu'il estime que chacun de nous sommes des génies individuels, que ces génies individuels puissent avoir l'opportunité de se développer, de développer ce qu'ils savent faire pour apporter de la richesse pour eux-mêmes et pour le pays. Très bien, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Cette émission aurait été complète et l'analyse équilibrée si nous avions eu les personnes, analystes militants du PRD et des Forces Cori.Bénin émergents que nous avons associés à cette émission, mais qui finalement n'ont pas souhaité être de la partie. Je vous rappelle une fois que nous sommes toujours disponibles pour les accueillir et à tout moment. Wilfried Léon Mbedji, Clotaire Lidé et Hubert Mbedji, merci d'être venus éclairer de votre opinion l'actualité du moment. Georges Pono était aux manettes, assisté de Mohamed Yamidi pour la réalisation technique de cette émission. Vigile avancé Wilfried Adon. Nous vous remercions de votre fidélité. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de nous retrouver dimanche prochain, même heure, même fréquence, si Dieu le veut.